Alors dans cette vidéo, nous allons voir un exercice assez classique en mécanique qui est l'enroulement d'un fil autour d'un cylindre. Donc on va avoir une vue de dessus ici et une vue en 3D. On va d'abord expliquer les deux pour expliquer l'énoncé et puis après on fera les différentes questions. Donc on a un cylindre de révolution donc qui est d'axe Z avec la base qui est posée dans le plan XY. On a ici à la base un point A qui se situe ici et un fil de longueur L0 de masse négligeable qui est supposé tout le temps tendu et il y a une masse M au bout de ce fil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer avec une vitesse initiale V0 dirigée selon moins x la masse. Et donc la masse va commencer à tourner, et comme elle est accrochée évidemment au point A, la masse va s'entourer autour de ce cylindre de rayon R. Si on fait une vue du dessus, on a initialement le fil qui est comme ça, et en lançant la masse vers la gauche, le fil va s'entourer petit à petit autour du cylindre. Alors là, le cylindre est représenté à l'instant T avec le fil, et on nous dit qu'à l'instant T, il y a le fil qui se sera enroulé un certain nombre de fois, et il restera une longueur L de fil. Donc là, la longueur BM, c'est la longueur de fil qu'il reste à entourer. Ce BM, on nous dit qu'il est toujours perpendiculaire à la surface, enfin à la surface du cylindre. Et donc bien sûr, comme on est dans un mouvement circulaire, on va utiliser le repère cylindrique, ER, Eθ, avec l'angle θ qui est ici, qui est l'angle duquel le fil a déjà tourné. Alors attention que θ il est là, mais bien sûr quand il a fait 2 tours, le θ ne va faire qu'augmenter, et après, une fois que le θ aura fait 1 tour, il sera à 2π, qu'il aura fait 3 tours, il sera à 4π, etc., etc. Donc en fait là, θ ce n'est qu'une partie de l'angle du vrai θ total. Alors, on nous demande différentes questions pour arriver au final, on verra dans une deuxième vidéo, à trouver le temps d'enroulement du fil autour du cylindre. Alors, on nous demande déjà une première relation entre L0, le R et le θ. Là, ça va être plutôt simple, puisqu'on sait que L0, c'est la longueur totale du fil, c'est la longueur initiale du fil. Donc ce fil de longueur L0, on sait que cette longueur L0, c'est la longueur du fil qu'il reste à entourer, c'est-à-dire petit l, plus la longueur du fil qui est déjà entouré autour du cylindre. Et quand on dit que θ, c'est l'angle qu'a fait le fil autour du cylindre, on sait à ce moment-là que quand on a un angle θ, le périmètre c'est R fois θ avec R qui est le rayon du cylindre. Donc là c'est très simple, il faut juste dire que la distance totale du fil, la longueur totale du fil, c'est la longueur qu'il reste à enrouler plus la longueur déjà enroulée. Et comme θ c'est la longueur, θ c'est l'angle d'enroulement total, Rθ c'est la longueur qui est déjà enroulée. Donc ça c'est pour la première question, c'est plutôt simple. On va voir que toutes les questions sont assez détaillées exprès parce que si on demande directement la dernière question, c'est pas évident, donc c'est pour ça qu'on détaille beaucoup ici les questions. Ensuite, on nous demande d'exprimer OM, donc avec le point O qui est au centre ici, donc d'exprimer OM en fonction de différentes variables. Alors l'idée, ici, c'est que OM, comme il est un petit peu dans le vide, on va plutôt tout simplement faire du châle en disant que c'est OB plus BM. Ça c'est du châle tout simplement, hein. OM c'est OB plus BM. L'intérêt c'est que OB il est selon UR par définition, puisque B c'est le point un point du cercle, repéré par l'angle θ, et comme le rayon c'est R, on sait que OB est égal à R selon ER, parce que O c'est le centre du cercle. Et pour BM, c'est facile aussi, puisqu'on dit que BM à chaque fois il est selon Uθ, ça c'est donné dans l'énoncé, et donc comme la longueur c'est L, c'est tout simplement L selon Eθ. Donc comme on le voit c'est très simple. Sauf qu'attention, nous on voulait l'exprimer en fonction de L0, R et θ. Et donc là, on va réutiliser tout simplement la question précédente, on avait vu que L0 c'est L plus Rθ, donc le R je ne touche pas, par contre le L dont je vais me débarrasser, je vais le remplacer par L0 moins Rθ. Donc ici, j'ai L0 moins Rθ selon Eθ. Donc voilà, tout simplement, l'expression de mon vecteur OM. Ici, rien de particulier, il fallait juste bien penser
à faire la relation de Chasles. Dans la troisième question, on nous demandait d'exprimer V qui est la vitesse du point M. La vitesse du point M. Donc la vitesse du point M, c'est tout simplement la dérivée de OM par rapport au temps. Ça c'est la définition, la vitesse, la dérivée de la position. Donc on va tout simplement dire que V est égal à DOM sur dt. La vitesse c'est celle du point M. D'où l'intérêt d'avoir exprimé dans la question 2 le vecteur OM. Donc, il va falloir tout simplement dériver ça. La dérivée de RER, R étant une constante, je dérive juste ER, et je sais que la dérivée de ER, c'est θ point Eθ. Donc ça, c'est ce qu'on sait hein, ce qu'on avait vu dans le cours sur tout ce qui est les repères cylindriques, etc. Donc très facile, hein, la dérivée de ER, c'est θ point Eθ. Maintenant ici, par contre, faire attention que j'ai un produit, puisque θ varie. Donc ça, c'est une variable, mais Eθ varie aussi. Donc là, c'est comme si j'avais un U fois V en mathématiques, et la dérivée de U fois V, c'est U'V plus UV'. Donc d'abord, je vais dériver ça. La dérivée de L0 moins Rθ, le L0 c'est une constante, donc il s'en va, et moins Rθ, si je dérive, ça va me donner moins R θ point, ça c'est la dérivée de moins Rθ, et le Eθ reste. Et maintenant, plus UV', c'est-à-dire que là, le L0 moins Rθ va rester, Rθ, pardon, pas θ point, et je vais dériver Eθ, et je sais que la dérivée de Eθ, c'est moins θ point ER, donc là, ça va pas être un plus, mais un moins, le θ point ici, et le ER qui est devant. Maintenant, je vois que j'ai de la chance, le Rθ point Eθ moins Rθ point Eθ, ça se simplifie, et donc finalement, il reste juste moins θ point, je vais le mettre devant, facteur de L0 moins Rθ selon ER. Donc là, ce que je viens de montrer, c'était que V, le vecteur vitesse, si je le trace, il sera selon ER, donc perpendiculaire à L, et donc le vecteur vitesse sera comme ça. C'est normal, puisque quand le vecteur vitesse va comme ça fait que le fil va être entraîné par là, et va continuer à s'enrouler, donc c'est tout à fait logique. Initialement, la vitesse était perpendiculaire au fil, et ça s'est entouré, donc il n'y a pas de raison qu'au cours du temps ça change, et en effet, c'est ce qu'on retrouve avec l'énoncé, parce qu'on nous disait que comme le fil est toujours perpendiculaire au rayon, puisque c'était le cas au début, et bien, au cours du temps, ça va rester comme ça. Donc ça, c'était toutes les premières questions qui étaient plutôt simples. Maintenant, on va avoir une deuxième question qui est un petit peu plus délicate. On nous demandait de montrer que la norme de V, donc du vecteur que l'on vient de trouver, était constante. Alors ce qui a priori n'est pas vraiment le cas, puisque on voit que la norme de V, ça va être la valeur absolue de tout ça. Donc le moins, éventuellement, on pourra l'enlever si le reste est positif. Par contre, là, on a du θ point, qui a priori peut varier, et on a du L0 moins Rθ avec le θ qui varie. Donc si θ varie, ça va varier, et donc le θ point aussi. Bon. Ce qui fait que, a priori, montrer que V est constante en partant de cette expression, ce n'est pas forcément évident. Par contre, on va voir qu'on va utiliser l'expression, enfin en tout cas le type d'expression, pour montrer, pour répondre à la question. Alors l'idée est la suivante, on va appliquer la deuxième loi de Newton, on appelle aussi le principe fondamental de la dynamique, à notre masse qui est ici. Si j'applique le principe fondamental de la dynamique, je sais que j'ai la masse fois l'accélération qui est égale à la somme des forces. Alors qu'est-ce que j'ai comme force? J'ai déjà le poids puisque on nous dit qu'il y a une masse m, donc il y a forcément le poids. Il y a la réaction du support, parce qu'il faut oublier que le cylindre est posé sur une table, donc forcément il y a la table qui appuie sur la masse, donc vers le haut, en réaction du poids. Et il y a aussi bien évidemment la tension du fil, que je vais appeler T, et qui est dirigée selon le fil. Maintenant, l'accélération, elle est dans le plan XY, puisque le mouvement se situe dans le plan XY. La tension du fil également, parce que le fil est dans le plan XY. Par contre, le poids est vertical, donc lui sera selon Z. Et la réaction du support, elle aussi, est selon Z. Donc, si on projetait selon Z, on aurait P plus R égale le vecteur nul, donc le P et le R se compensent. Et si on projette dans le plan XY, on en déduit que j'ai masse fois accélération égale T. Donc, comme le P et le R se compensent selon Z, j'en déduis que j'ai masse fois l'accélération, je vais remplacer directement par dv sur dt, l'accélération c'est la dérivée de la vitesse, est égale à t. Alors ce t, qu'est-ce qu'on va en faire? Et bien ce t,
si je le trace ici, je sais que la tension du fil, elle va, le fil va tirer sur la masse, que la masse tire sur le fil pour la tirer vers l'enroulement. Donc en réaction, le fil, lui, il tire sur la masse. Donc le T, si je le tracerais, il serait comme ça, donc dirigé de M vers B. Et donc j'en déduis que je peux écrire que le T est dirigé de M vers B, donc selon Eθ. Et plutôt selon moins Eθ, et donc je peux écrire que c'est moins T selon Eθ. Puisqu'on a dit que BM était toujours perpendiculaire à ER, c'est-à-dire qu'il est selon Eθ. Donc, ce que j'en déduis, c'est que j'ai m dv sur dt qui est égal à moins t selon Eθ. Donc, si je passe le m à droite, donc en divisant par t, j'en déduis que dv sur dt est égal à une constante k selon Eθ. Alors, c'est là que le raisonnement est un petit peu délicat. Donc, je vais pouvoir supprimer ce que j'ai au-dessus. En fait, l'idée, c'est que la norme V, enfin V, on avait écrit que c'était ça selon ER. Donc, que je peux écrire norme de V selon ER. Hein, alors, c'est bien norme de V et pas moins norme de V, parce que V, il est forcément... pardon, c'est moins norme de V, autant pour moi. Parce qu'on voit que le V est dirigé vers la gauche, donc c'est-à-dire selon moins ER, donc c'est moins norme de V selon ER. Donc on voit que le V, il s'exprime selon ER, mais que le dv sur dt s'exprime selon Eθ. Et donc si je fais V scalaire dv sur dt, j'aurai V qui, on a dit, vaut moins norme de V selon ER, et dv sur dt, ça va être la dérivée de ça, donc ça va être la dérivée de moins norme de V selon ER, divisé par dt. Bon. Sauf que, comme le V, il est selon ER, la dérivée de V, enfin on va dire pardon, que la dérivée de V selon, sur dt, c'était égal à k selon Eθ. Donc plutôt que d'écrire dv sur dt, je pourrais aussi écrire k selon Eθ. Et en l'écrivant k selon Eθ, je vois que j'ai du ER scalaire Eθ. Or, ER scalaire Eθ, ça vaut 0, puisque le repère est orthogonal. Donc j'en déduis que finalement j'ai ça qui est égal à 0. Mais si j'ai ça qui est égal à 0, V fois dv sur dt, je peux en déduire que, à ce moment-là, la norme de V est constante. Alors pourquoi? Ça c'est un petit peu... ça on peut le dire directement, éventuellement. Sinon, on peut le redémontrer, entre guillemets, par le calcul. Donc là, comme j'ai dit, hein, j'ai V qui vaut moins V selon ER, et j'ai le dv sur dt qui vaut k Eθ, et si je l'écris comme avant, on a vu que c'était la dérivée de moins la norme de V selon ER divisé par dt. Et là, on peut faire soit un raisonnement par l'absurde, ça c'est le mieux, c'est que les moins, je peux les sortir, bon ça va faire plus. Et l'idée, c'est que si la norme de V n'est pas constante, du coup là, je vais avoir un produit, et donc en dérivant un produit selon ER, je vais avoir une expression selon ER et une expression selon Eθ. Hein. Ça c'est pour raisonner par l'absurde. Si la norme de V n'est pas constante, j'en déduis que j'aurai ici, donc les moins et moins, on a dit ça s'annule, hein. Donc ça fait norme de V selon ER, facteur 2. Donc la dérivée de la norme de V sur dt selon ER, donc ça c'est le fameux U'V, plus le UV', qui est la norme de V fois DER sur dt, pardon. On a vu que ça valait θ.Eθ. Et donc tout ça égale 0. Donc ça c'est si jamais je suppose que la norme de V est non nulle. Et n'est pas constante, pardon. Sauf que là, j'ai ER scalaire Eθ qui vaut 0. Donc ce que j'en déduis, c'est que ça fois ça est égal à 0. Enfin, ça scalaire ça est égal à 0. Mais comme ER scalaire ER, ça vaut 1, j'en déduis que V fois la norme de dv sur dt est égal à 0. Et donc, j'en déduis que norme de V égale 0 ou norme de V sur dt égale 0, sauf qu'on a dit que la norme de V n'était pas constante, donc là j'obtiens une contradiction. Et donc par l'absurde, j'obtiens que norme de V est constante.
Donc voilà un petit peu l'idée du raisonnement. Donc ce que je peux en déduire, quand j'ai V scalaire dV sur dt qui est égal à 0, donc quand j'ai cette égalité, V scalaire dV sur dt est égal à 0, je peux en déduire que la norme de V est constante. Alors attention à ne surtout pas dire que le vecteur V est constant, ce serait totalement faux. L'idée c'est bien de dire que la norme de V est constante. Parce que sinon on obtient n'importe quoi, parce qu'on vient de voir que justement le V dépend, enfin est selon ER, sauf que ER varie, donc ce serait un peu n'importe quoi. Donc ça c'est pour la question 4. Et maintenant la question 5. La question 5 va être plutôt simple, parce qu'on nous demandait de en déduire une relation entre θ point, le L0, le R et le V0. Alors là, ce qu'on va dire, d'après l'expression qui est ici, c'est que j'ai la norme de V qui est égale à θ point fois L0 moins Rθ. Alors pourquoi parce qu'on a dit que par identification j'ai ça, mais sinon, si on ne veut pas s'embêter, on peut faire aussi plus simplement en disant que la norme de V, c'est, comme c'est égal à ça selon R, c'est la valeur absolue de moins θ point fois L0 moins Rθ. Sauf que L0 moins Rθ, ça on a vu tout à l'heure que c'était petit l. Donc petit l, c'est la longueur qui reste du fil à entourer, donc ça c'est positif, donc je peux le sortir de la valeur absolue. Le θ, il est croissant, parce que le θ ne fait qu'augmenter, puisque le fil ne s'entoure. Donc si θ est croissante, θ point est positif. Donc le θ point, je peux le sortir aussi de la valeur absolue. Et le moins, la valeur absolue de moins 1, c'est 1, donc il me reste finalement L fois θ point, avec le L qui, on vient de le dire, c'était L0 moins Rθ. Donc là, je viens de montrer d'une manière différente que la valeur absolue, la norme de V, pardon, est égale à θ point fois L0 moins Rθ, ou sinon on le faisait par identification ici. Par contre, attention à bien penser à mettre le moins, puisque V n'est pas dirigé selon ER, mais selon moins ER, donc c'est moins la norme de V selon le θ. Sauf qu'on a dit que cette norme de V, d'après la question précédente, elle est constante, donc elle est égale tout au long du temps, notamment à t égale 0. Or, à t égale 0, la norme de la vitesse c'est V0, donc j'en déduis que j'ai ça qui est égal à V0. Et donc voilà l'expression que je trouve entre les 5 variables que l'on cherchait, le θ point, qui sont là, le L0, le R et le V0, qui est ici. Donc voilà un petit peu l'idée des 5 premières questions de cet exercice. On va voir dans une autre vidéo les autres questions associées qui utilisent tout ce que l'on vient de voir et qui permettent finalement de trouver les différentes valeurs que l'on cherchait, à savoir la norme de t et puis le temps d'enroulement. Comme on le voit ici, il n'y a pas de grande difficulté parce que les questions évidemment sont bien détaillées. Si on demande directement, sans mettre les questions 1, 2, 3, 4, de trouver une relation entre le θ point, le L0, le R et le V0, il faudrait faire toutes les questions précédentes. Comme on le voit, c'est un petit peu compliqué de penser à faire tout ça. Surtout la question 4, de montrer que la norme de V est constante, ce qui a priori n'est pas forcément évident. Mais avec le petit raisonnement précédent, on a vu que ça se faisait finalement plutôt bien. Les 3 premières questions sont assez classiques, rien de particulier, c'est un peu la question 4 qui est délicate, d'où l'intérêt de vraiment faire par étapes pour trouver finalement le résultat de la question 5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers la suite de l'exercice. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.